Chapitre 4 des précurseurs à la jeunesse perdue. Il faut dès à présent noter qu'il existe un courant de pensée et une historiographie dont le propre a été de présenter ce processus, tout au moins ses premières phases, comme quelque chose de positif, comme une conquête. C'est un autre aspect du nihilisme contemporain, avec à l'arrière-plan une sorte d'euphorie du naufragé inavoué. On sait que depuis le siècle des Lumières et le libéralisme, jusqu'à l'historicisme immanentiste, d'abord idéaliste, puis matérialiste et marxiste, ces phases de dissolution ont été interprétées et exaltées comme celles de l'émancipation et de la réaffirmation de l'homme, du progrès de l'esprit, du véritable humanisme. Nous verrons plus loin dans quelle mesure la thématique de Nietzsche relative à la période post-nihiliste se ressent par ces mauvais côtés de cette mentalité. Pour le moment, il convient de préciser le point suivant. Aucun Dieu n'a jamais lié l'homme. Il n'y a pas que le despotisme divin qui en soit une invention fantaisiste, mais aussi dans une large mesure celui auquel, selon les interprétations illuministes, le monde de la tradition aurait dû son organisation, reçu d'en haut et dirigé vers le haut, son système hiérarchique, ses diverses formes d'autorité légitime et de puissance sacrée. Tout ce système trouvait au contraire son fondement véritable et essentiel dans la structure intérieure particulière, les capacités de recognition et les divers intérêts congénitaux d'un type d'homme qui a presque complètement disparu. L'homme, à un moment donné, a voulu être libre. On l'a laissé faire. On l'a même laissé trancher des liens qui le soutenaient plus qu'ils ne l'entravaient. Puis on l'a laissé tirer toutes les conséquences de sa libération, selon un enchaînement rigoureux, jusqu'à ce qu'il parvienne à l'état de choses actuelles, où Dieu est mort. Bernanos dit « Dieu s'est retiré » et où l'existence devient le domaine de l'absurde, où tout est possible, où tout est licite. Seul a agi en tout cela ce qu'on appelle en Extrême-Orient la loi des actions et des réactions concordantes, objectivement par-delà le bien et le mal, par-delà toutes les petites morales. Ces derniers temps, la rupture s'est étendue du plan moral au plan ontologique et existentiel. Les valeurs que l'on avait mises en doute hier et qui s'ébranlaient seules la critique de quelques précurseurs, relativement isolés, perdent aujourd'hui toute consistance dans la vie quotidienne, pour la conscience générale. Il ne s'agit plus de problème, mais d'un état de fait qui fait paraître le pathos immoraliste des rebelles d'hier, on ne peut plus anachronique et périmé. Depuis quelque temps, une bonne partie de l'humanité occidentale trouve normal que l'existence soit dépourvue de toute vraie signification et ne doive être rattachée à aucun principe supérieur, si bien qu'elle s'est arrangée pour la vivre de la façon la plus supportable, la moins désagréable possible. Ceci a toutefois pour contrepartie et pour conséquence inévitable une vie intérieure de plus en plus réduite, informe, précaire, instable et fuyante, et la disparition rapide de toute droiture et de toute force morale. Par ailleurs, un système de compensation et d'anesthésiant agit dans le même sens, et le fait de n'avoir pas été reconnu comme tel par la plupart des gens ne lui enlève pas pour autant ce caractère. Un personnage d'Hemingway fait le bilan lorsqu'il dit « Opium du peuple, la religion. Et aujourd'hui, l'économie est l'opium du peuple, comme le patriotisme. Et les rapports sexuels ne seraient-ils pas aussi un opium pour le peuple ? Mais s'adonner à la boisson, c'est le meilleur des opiums, excellent même s'il y en a qui préfèrent la radio, cet opium à bon marché. » Toutefois, lorsqu'on pressent cette vérité, la façade chancelle, l'assemblage se disloque, et après la dissolution des valeurs, vient un moment où l'on dénonce tous les succédanés auxquels on recourait pour suppléer à l'absence de signification d'une vie désormais laissée à elle-même. Alors apparaît le thème existentiel de la nausée, du dégoût, du vide ressenti derrière tout le système du monde bourgeois,
le thème de l'absurdité de toute la nouvelle civilisation imposée à la Terre. Chez ceux dont la sensibilité est plus aiguë, on constate diverses formes de traumatisme existentiel. On voit apparaître les états que l'on a qualifiés de spectralité du devenir, de dégradation de la réalité objective, d'aliénation existentielle. Ici également, il convient d'observer que l'on passe des expériences sporadiques de quelques intellectuels et artistes d'hier à des formes de comportement qui caractérisent d'une façon habituelle certaines tendances de toute dernière génération. Il s'agissait hier encore d'écrivains, de peintres et de poètes maudits qui vivaient à la débandade, étaient souvent alcooliques et mêlaient le génie à un climat de dissolution existentielle et à une révolte irrationnelle contre les valeurs établies. Le cas d'un Rimbaud est typique, dont la suprême forme de révolte fut le renoncement à son génie même, le silence, la plongée dans l'activité pratique, allant jusqu'à la recherche du lucre. Un autre cas est celui de Lautréamont, qui fut poussé à l'exaltation morbide du mal, de l'horreur, de l'élémentarité informe, par le traumatisme existentiel. Maldoror, le héros de ces chants, dit « J'ai reçu la vie comme une blessure et j'ai défendu au suicide de guérir la cicatrice. » Comme Jack London et divers autres, y compris Ernst Jünger à ses débuts, des individualités isolées se vouèrent à l'aventure, à la recherche de nouveaux horizons, sur des terres et des mers lointaines, alors que pour le reste des hommes, tout semblait être en ordre, sûr et solide, et que sous le signe de la science, on célébrait la marche triomphale du progrès, à peine troublée par le fracas des bombes anarchistes. Déjà après la Première Guerre mondiale, des processus semblables avaient commencé à se développer, annonçant les formes extrêmes du nihilisme. En un premier temps, ces phénomènes précurseurs continuèrent à rester en marge de la vie, à la frontière de l'art. Le plus significatif et le plus radical fut peut-être le dadaïsme, aboutissement des impulsions les plus profondes dont s'étaient alimentés les divers mouvements artistiques d'avant-garde. Mais le dadaïsme nie les catégories artistiques elles-mêmes. Il aspire à traduire en forme chaotique une vie dénuée de toute rationalité, de tout lien, de toute cohérence. Il tente à accepter, voire à exalter l'absurde, le contradictoire, ce qui n'a ni sens ni but, et à les assumer comme tels. Des thèmes analogues furent ensuite repris, en partie par le surréalisme, quand celui-ci se refusa à adapter la vie aux conditions dérisoires de toute existence d'ici-bas. Cette voie fut parfois suivie effectivement jusqu'au bout, avec le suicide de surréalistes comme Vacher, Crevel et Rigaud, ce dernier ayant reproché aux autres de ne savoir faire que de la littérature, de la poésie. Enfin, quand A. Breton, encore tout jeune, déclara que l'acte surréaliste le plus simple serait de descendre dans la rue et de tirer au hasard sur les passants, il anticipait sur ce que quelques représentants des dernières générations devaient réaliser plus d'une fois après la Seconde Guerre mondiale, passant ainsi de la théorie à la pratique, en cherchant à atteindre, à travers l'action absurde et destructive, le seul sens possible de l'existence, après avoir refusé de voir dans le suicide une solution radicale pour l'individu métaphysiquement seul. Avec le traumatisme plus violent provoqué par la Seconde Guerre mondiale et ses suites, avec l'effondrement d'un nouvel ensemble de valeurs de façade, ce courant s'est effectivement répandu d'une façon caractéristique et quasi endémique dans la jeunesse que l'on a appelée brûlée ou perdue, et dont le tréfonds, malgré une fréquente et large marge d'inauthenticité, de pose et de caricature, a souvent la valeur d'un signe vivant des temps. Ce sont d'une part les rebelles sans bannière, les Young Angry Men, avec leur fureur et leur agressivité contre un monde où ils ont l'impression d'être des étrangers, dont ils ne voient pas le sens, où ils n'aperçoivent aucune valeur qui mérite que l'on se batte ou s'enthousiasme pour elle. Comme nous l'avons dit, c'est là l'aboutissement, dans le monde où Dieu est mort,
de ces formes antérieures de révolte au fond desquelles subsistait malgré tout, comme dans l'anarchisme utopique lui-même, la conviction d'avoir une juste cause à défendre, au prix de n'importe quelle destruction et du sacrifice de sa propre vie. Le nihilisme impliquant ici la négation des valeurs du monde et de la société contre lesquelles il se soulevait, mais non celles qui poussaient à cette révolte. Dans les formes actuelles, il ne reste que la révolte à l'état pur, la révolte irrationnelle, la révolte sans barrière. Les Teddy Boys appartiennent à cette tendance, ainsi que le phénomène analogue des Halbstarken allemands, de la génération des ruines. On sait que les uns et les autres adoptent une forme de protestation agressive, qui s'exprime aussi par des exploits de vandales et de hors-la-loi, exaltés comme des actes purs, comme un froid témoignage de leur différence de nature. Dans les pays slaves, ce sont les hooligans. Plus significative encore est la contrepartie américaine représentée par les hipsters et la Beat Generation. Il s'agit également ici, plutôt que d'attitudes intellectuelles, de positions existentielles vécues par des jeunes, positions dont un certain genre de roman ne donne que le reflet. Forme plus froide, plus décharnée, plus corrosive que celle de l'équivalent britannique, dans leur opposition à tout ce qui est pseudo-ordre, rationalité, cohérence, à tout ce qui est square, qui semble carré, solide, justifié, sûr, colère destructive sans voix, comme a dit quelqu'un, mépris pour l'engeance incompréhensible qui réussit à se passionner sérieusement pour une femme, un travail, une maison, disait Norman Foderhead. L'absurdité de ce qui est considéré comme normal, la folie organisée du monde normal, paraissent aux hipsters particulièrement évidentes dans le climat de l'industrialisation et l'ambiance d'activisme insensé qui règne malgré toutes les conquêtes de la science. Refus de s'identifier au milieu, refus absolu de collaborer, d'avoir une place définie dans la société, tels sont les mots d'ordre de ces milieux qui, d'ailleurs, ne comprennent pas exclusivement des jeunes, mais rassemblent des éléments venus non seulement des bas-fonds, des couches sociales les plus touchées, mais de toutes les classes, parfois même des plus riches. Au nouveau nomadisme de quelques-uns s'ajoute chez d'autres le goût des formes les plus élémentaires de l'existence. Dans l'hipstérisme, l'alcool, le sexe, la musique nègre de jazz, la vitesse, les drogues et même des actes qui ont un caractère de crime gratuit, tout comme ceux qu'avait proposé le surréalisme de M. Breton, ont servi de moyen pour supporter, grâce à des sensations exaspérées, le vide de l'existence. On ne craint pas, on aspire au contraire à recevoir de terribles coups de son propre moi, dans des expériences de toutes sortes. Les livres de Jacques Kerouac et la poésie d'Allen Ginsberg s'inspirent aussi dans une certaine mesure de ce climat. Mais ce courant s'était déjà laissé pressentir chez quelques auteurs appelés avec raison les Walt Whiteman, d'un monde qui s'écroule, et non du monde optimiste, plein d'espérance et de vie, de la jeune démocratie américaine. À part un Dos Passos et quelques autres du même groupe, c'est l'Henri Millet de la première période qui peut à bon droit se considérer comme le père spirituel des courants dont il s'agit. On a pu dire de lui qu'il était bien plus qu'un écrivain ou qu'un artiste, une sorte de phénomène collectif de l'époque, un phénomène incarné et vociférant, manifestation brute de l'angoisse, du désespoir furieux et de l'horreur infinie qui s'étale derrière la façade croulante. C'est le sentiment d'une tabula rasa, du silence cosmique, du néant, de la liquidation de toute une époque chez un prophète qui sonne la fin d'un monde au moment même où ce monde fleurit et rayonne, à l'apogée de sa grandeur et de son infection pestilentielle. C'est de Miller lui-même que sont ces paroles caractéristiques. Dès le commencement, je n'ai connu que le chaos, comme un fluide dont j'étais enveloppé, que j'inhalais par les branchies. Une forêt de pierres au centre de laquelle il y a le chaos. Telle est la sensation que donne l'ambiance où se meut l'homme d'aujourd'hui.
Parfois, en ce point mort et central au cœur même du chaos, je dansais et buvais jusqu'à en être complètement idiot. Je faisais l'amour ou me prenais d'amitié pour quelqu'un, tirais des plans pour une vie nouvelle, mais tout n'était que chaos, pierre, désespoir, égarement. Témoignage qui coïncide en partie avec celui d'une autre origine, que M. S. avait déjà mis dans la bouche d'un de ses personnages. Ouvrez les guillemets. Je préfère me sentir brûlée par une douleur diabolique plutôt que de vivre dans cette ambiance de saine température. Alors s'enflamme en moi un désir sauvage d'émotions intenses, de sensations, une rage contre cette vie plate, flétrie, normale et stérilisée, et une envie de fracasser quelque chose, je ne sais pas, un magasin ou une cathédrale, ou moi-même, de commettre des folies téméraires. C'est en fait ce que j'ai toujours le plus détesté, abhorré, maudit, cette satisfaction, cette santé pacifique, ce gras optimisme du bourgeois, cette discipline de l'homme médiocre, normal, vulgaire. Fermez les guillemets. Citation de P. Van den Bosch, écrit dans Les Enfants de l'absurde, que nous citons. Nous sommes les fantômes d'une guerre que nous n'avons pas faite, d'avoir ouvert les yeux sur un monde désenchanté. Nous sommes plus que toute autre chose les enfants de l'absurde. Certains jours, le non-sens du monde nous pèse comme une tare. Il nous semble que Dieu est mort de vieillesse et que nous existons sans but. Nous ne sommes pas aigris, nous partons de zéro. Nous sommes nés dans les ruines. Quand nous sommes nés, l'or s'est échangé en pierre. Fermez les guillemets. Les mouvements caractéristiques de la jeunesse perdue ont donc traduit dans les formes crues d'une vie actuellement vécue une bonne part de l'héritage des précurseurs du nihilisme européen. Un trait important est ici l'absence de toute revendication révolutionnaire et sociale, de toute croyance en une action organisée qui puisse changer les choses. C'est toute la différence qui sépare ces mouvements, aussi bien des nihilistes d'hier que des intellectuels de gauche qui font le procès de la société bourgeoise. Travailler, lire, se préparer dans les cellules, croire pour ensuite se faire rompre l'échine, non, merci bien. Pas pour moi, dit par exemple un personnage de Kerouac. Tel est le bilan des résultats auxquels a pratiquement abouti la révolution des forces de gauche, après avoir triomphé, après avoir dépassé la phase de la simple révolte. Camus l'a bien mis en lumière après la période de ses illusions communautistes. La révolution a trahi ses origines en instituant de nouveaux jougs, un nouveau conformisme plus obtus et plus absurde. Il ne convient pas de s'arrêter davantage sur ces témoignages d'une existence traumatisée, non plus que sur les témoignages de ceux que l'on pourrait appeler les martyrs du progrès moderne. Comme nous l'avons dit, nous ne nous intéressons qu'à leur valeur d'indice signalétique des temps. Les formes actuelles dont nous avons parlé peuvent aussi se dégrader en vogue extravagante et passagère, mais le lien causal, donc nécessaire, qui les unit au monde où Dieu est mort et n'a pas encore été remplacé, est incontestable. Ces formes disparues, d'autres homologues surgiront sûrement, selon les circonstances, jusqu'à l'épuisement du cycle actuel.